Bonjour à toutes et à tous. D'où vient l'argent des retraites? Qui paie pour abonder les budgets? On sait que les cotisations ne suffisent pas. Ce que l'on sait moins, c'est que l'État va piocher dans des régimes qui ne lui appartiennent pas. Les collectivités ont ainsi versé 100 milliards d'euros au titre de la solidarité depuis 50 ans. Bonjour Muriel Fabre. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités. Vous êtes maire de Lampertheim, dans le Bas-Rhin. Et vous êtes surtout l'élue référente et la spécialiste des questions de ressources humaines publiques à l'Association des maires de France. Merci et bienvenue sur ce plateau de maires de France. Alors, la première question, lorsque l'on parle des retraites des fonctionnaires, de quoi parle-t-on ? Mais en fait, c'est un système, je ne vais peut-être pas forcément dire complexe, mais qui est multiple. Déjà, dans la fonction publique, on a 3 versants. On a l'État, on a la territoriale et on a l'hospitalier. Donc, évidemment, on n'a pas une caisse unique pour l'ensemble. Donc, l'État prend en charge et paye les cotisations donc, vers sa propre caisse de retraite. Et puis, pour les employeurs territoriaux et la fonction publique hospitalière, on a également la CNRACL, le sujet qui nous fâche un petit peu en ce moment. Mais il faut savoir qu'on a aussi, notamment pour nos contractuels, une autre caisse, l'IRCANTAR. Donc, en fait, on est sur plusieurs choses à la fois et donc on est sur un système qui n'est pas aussi simple que l'on peut le croire à premier abord. Donc, on ne peut pas parler d'un seul système de retraite des fonctionnaires. Absolument pas. Non, c'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, en fait, et d'ailleurs, c'est le sujet qui nous a animés à l'Association des maires de France, c'est qu'on a tendance, et souvent l'État a tendance, en fait, de nous proposer une solution par rapport à une difficulté. Or, notre régime de retraite, aujourd'hui, il est multiple. Et d'ailleurs, la responsabilité des employeurs dans ce cadre-là, les employeurs territoriaux notamment, elle est complexe aussi, parce que quand on a commencé à détricoter, en fait, le système des retraites des fonctionnaires, on s'est rendu compte que derrière, il y a la question d'usure professionnelle, il y a la question du risque maladie. Et c'est pour cela que d'ailleurs, nous, on a vraiment voulu en fait avoir un panorama global et qu'on avait fait notre manifeste dans ce cadre-là pour remettre en place en fait finalement un système de protection sociale qui soit beaucoup plus adapté, beaucoup plus pertinent en fait pour nos agents, parce qu'on ne peut pas juste voir par un petit bout des yeux. Il faut vraiment avoir une vision extrêmement macro dans ce cadre-là. Comment se portent financièrement ces divers systèmes de retraite des agents territoriaux? Eh bien, je pense qu'à l'instar de ce qu'on entend de manière générale quand on parle des retraites, évidemment, on est aujourd'hui dans une situation qui s'est dégradée. Mais il faut quand même savoir que, notamment, notre caisse principale, la CNRACL, si on parle d'elle, a été très longtemps en fait excédentaire. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ce qu'on appelle la compensation démographique, l'État est venu piocher pendant de nombreuses années, pendant près de 50 ans, dans notre caisse. Donc, ce sont des systèmes extrêmement techniques, mathématiques, évidemment travaillé et étudié par Bercy, donc c'est pour vous donner un petit peu l'effet complexe du système. Et ce qui veut dire, c'est ce que vous avez rappelé tout à l'heure, c'est 100 milliards d'euros aujourd'hui qui a été ponctionné en fait de la caisse des retraites des agents territoriaux et hospitaliers vers d'autres caisses. Et aujourd'hui, évidemment, le ratio démographique, eh bien, il est le même aussi pour les fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire qu'on a moins de fonctionnaires aujourd'hui qui cotisent pour les fonctionnaires retraités, et on a notre CNRACL donc, qui a un déficit aujourd'hui qui est estimé, alors je crois que c'est à peu près 10 milliards d'euros d'ici 2030, et on continue pour autant d'avoir cette compensation. Donc on est dans quelque chose dans un système qui n'est absolument pas logique aujourd'hui. Donc si je résume, les collectivités ont payé 100 milliards d'euros pendant plus de 50 ans. Cet argent est parti dans d'autres régimes de retraite et aujourd'hui, il manque. Absolument. Ça comme ça. Absolument. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on trouve la décision qui a été prise pour enflouer entre guillemets le déficit de la CNRACL. La seule décision qui a été prise par le gouvernement aujourd'hui, c'est d'augmenter en fait les taux de cotisation des employeurs. On trouve ça absolument scandaleux parce qu'on ne peut pas continuer une fois de plus avec un terme qu'on aime beaucoup aujourd'hui à l'AMF, nous ponctionner pour une solution en fait qui n'existe pas. Et de surcroît, si finalement on mettait ce ratio au manque à gagner aujourd'hui de la CNRACL par rapport à ce qu'on a déjà versé, force est de constater que peut-être on ne serait pas en déficit. Donc il y a vraiment un système aujourd'hui qui nous paraît complètement illogique. Et pour bien se rendre compte, 100 milliards d'euros, c'est plus que ce que l'État
à ponctionner dans les dotations des collectivités du bloc communal, donc des communes et des intercommunalités, depuis 2010. Ponction qui s'élève déjà à 82 milliards, je crois. C'est ça. Et aujourd'hui, on est à 100 milliards de manquements dans les caisses de retraite des agents des collectivités. C'est ça. Des fonctionnaires en plus. Absolument. Non, c'est exactement ça. C'est 100 milliards qui nous a été pris sur les 50 dernières années pour renflouer les autres caisses et qui aujourd'hui fait aussi sans doute partie des raisons pour lesquelles on a un déficit. Puisque quand vous continuez finalement à alimenter un système alors que votre système commence à être dégradé, vous êtes en train de renforcer finalement la dégradation et pas de l'améliorer. Et je pense qu'on peut y voir peut-être aujourd'hui la stratégie de l'État, c'est-à-dire que lui ne baisse pas ses dépenses, mais va chercher l'argent ailleurs. Et à un moment donné, bien cet argent, il le récupère et il veut toujours le récupérer sur les collectivités. Et c'est mettre en péril aussi nos propres dépenses, alors que nous avons une situation plutôt saine. Alors, quelles sont les solutions qui ont été trouvées par l'État et qui ont certainement un impact important pour vous ? En fait, la seule solution qui a été trouvée par l'État pour répondre au déficit en fait, de la CNRACL, c'est l'augmentation de 12 points. 12 points. Ce qui est alors, absolument... qu'on comprenne bien, 12 points. 12 points étalés sur 4 ans. Ce qui au départ, c'était représente 3 ans et qui représente à terme à peu près 4,2 milliards d'euros pour les collectivités territoriales. Donc, on a déjà donné 100 milliards, on continue à en donner par d'autres biais, et pour la CNRACL, on va encore donner 4,2 milliards. Et donc là, alors que d'autres solutions ont été proposées, il y a eu aussi un travail extrêmement important des parlementaires et notamment de la délégation collectivité territoriale de l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a une analyse très fine qui doit être faite, notamment sur la prise en compte justement de la charge de la dette de la CNRACL, parce qu'on a aussi des employeurs qui sont en situation d'un pays aujourd'hui. On a aussi toute la question des prestations familiales qui aujourd'hui pèsent sur la CNRACL et qui ne pèsent pas en fait sur les autres caisses de retraite pour les autres employeurs. Bref, il y a vraiment en fait une différenciation de traitement pour les collectivités, les employeurs territoriaux qui aujourd'hui est inacceptable. Alors justement, aujourd'hui, l'État a choisi une solution de facilité. Il y a eu une conférence de presse hier avec tous les élus et les parlementaires sur cette question. Et l'augmentation, si on la résume en pourcentage, ça fait une augmentation des taux de cotisation employeurs de plus de 40%. Absolument. Donc on est là une fois de plus, on est déjà autour d'un peu plus de 30%, ce qui n'est pas neutre et ce qui n'est pas rien. On va passer à une augmentation de près de 40%. Et ce qu'on disait hier, est-ce que cette augmentation de taux et ce volume, entre guillemets, qui va peser finalement sur nos charges salariales, pour parler un petit peu dans le privé, aurait été accepté et acceptable pour les autres employeurs? On ne le pense pas et je ne le pense pas. Et aujourd'hui, on nous dit c'est une solution juste. Non, c'est une solution qui a été brutale, c'est une solution qui a été faite sans concertation et qui ne résoudra absolument rien. Et l'effet pervers de cette mesure, c'est qu'à un moment donné, en fait, finalement, on va charger notre rémunération de nos fonctionnaires qui auront donc un coût, parce qu'il faut appeler un chat un chat, qui aura un coût supplémentaire ou différent, ou en tout cas plus cher que nos contractuels. Donc on est du coup sur une égalité de choix de recrutement qui va pouvoir être interrogatif en fait pour les futurs DRH, pour les futurs maires, dans le contexte où on nous demande et de réduire évidemment nos dépenses publiques et où la masse salariale a toujours été un nœud gardien de réflexion en fait sur l'augmentation des dépenses des collectivités. Alors en plus on parle de charges sur les masses salariales, mais par exemple est-ce que les charges sur les employeurs publics sont les mêmes que les charges pour les employeurs privés? Est-ce qu'on peut comparer les deux systèmes? Alors on peut pas les comparer
voilà, on peut les comparer de manière très rapide, comme on l'a fait en tout cas sur la partie augmentation. Par contre, non, évidemment, l'employeur territorial, en fait, est un employeur peut-être spécifique ou à part. Aujourd'hui, on prend en compte évidemment la protection sociale, on prend en compte les retraites, on prend aussi en compte l'assurance chômage, l'assurance maladie. On a aujourd'hui dans nos charges salariales beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments en fait financiers que non les autres employeurs. Et ça, je pense que souvent, on l'oublie dans les discussions, on l'oublie dans la façon dont on voit en fait nos charges de ressources humaines. Et je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, le coût financier d'un agent n'est pas du tout le même coût financier pour les autres employeurs. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous payez les risques sociaux que sont le chômage et la maladie, c'est-à-dire quand un agent est absent ou quand un agent est au chômage, c'est vous qui payez. Et ce n'est pas la sécurité sociale, ce n'est pas France Travail, en tout cas pas tout le temps. Expliquez-nous un petit peu. En fait, oui, effectivement, on prend en charge, en fait, quand on a un agent qui est en arrêt maladie, il n'y a pas d'indemnité journalière, je parle d'agents de la fonction publique statutaire, hein. On n'a pas forcément d'indemnité journalière qui se met en place. C'est en fait la collectivité qui continue en fait à maintenir le traitement en fait de l'agent. Et donc dans ce cadre-là, soit on a une assurance spécifique via un organisme qui peut faire un remboursement, mais vous comprenez que dans un système assurantiel, il y a toujours une cotisation et il y a toujours un coût aussi derrière. Soit vous êtes en auto-assurance, ça veut dire que vous prenez juste en charge le maintien du salaire. Donc ça peut peser aussi sur la collectivité qui n'a pas en fait ce reversement de l'assurance maladie. Et sur la partie chômage, on est exactement dans le même dispositif, c'est-à-dire que lorsqu'un agent quitte la collectivité, alors il y a différents motifs qui conduisent effectivement à un droit au chômage, bien évidemment, et je ne vais pas vous les redire là parce que je ne les ai pas forcément en tête là, mais c'est là aussi la collectivité qui prend en charge l'allocation chômage pour l'agent. Donc on est quand même sur une situation un petit peu particulière et spécifique. Alors on parle beaucoup aussi d'absentéisme dans la fonction publique en général, mais on cible souvent les collectivités. Là encore, la réalité est complètement différente par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans le secteur privé et avec un impact évidemment sur vos budgets puisque c'est vous qui prenez en charge cet absentéisme. Pourquoi cet absentéisme premièrement ? Alors c'est vrai que l'absentéisme dans la fonction publique de manière générale est souvent mise en lumière, mais il ne faut pas oublier que depuis 2023, on a quand même une tendance à la baisse. Donc, je pense que c'est déjà un point à signaler. Et il est vrai, force est de constater qu'effectivement, le taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale est supérieur à celui des hôpitaux ou de l'État. Mais à cela, il y a différentes raisons. Déjà, la moyenne d'âge. Et d'ailleurs, il y a une enquête récente qui montre qu'effectivement, plus on entre en âge, entre guillemets, et plus on est sujet aussi à absence. Donc ça peut résonner aussi sur la question de l'allongement de la retraite et la question de l'usure professionnelle. Points qui n'ont jamais été vraiment traités pour la fonction publique territoriale. Je pose ça en parallèle. Et puis on est aussi sur une forte propension d'agents de catégorie C. Catégorie C qui n'ont pas forcément des métiers extrêmement simples, mais qui ont plutôt des métiers usants, des métiers à forte pénibilité. Et tout cela, en fait, contribue en tout cas à avoir des agents qui ont des maladies qui développent des maladies professionnelles, qui vont développer une usure professionnelle et qui donc vont tendance évidemment à être peut-être plus malades que dans d'autres fonctions publiques. Et pour y remédier, ce que nous avions proposé d'ailleurs aussi dans le cadre du manifeste, mais c'est aussi d'avoir un système de prévention en fait. Parce qu'aujourd'hui, on doit travailler en amont. C'est toute la demande qu'on avait faite notamment pour mettre en place un compte prévention à l'instar d'ailleurs du privé, donc ce fameux compte C2P, où en fait on n'est pas dans une analyse en fait globale en considérant qu'il y a tel ou tel point qui peuvent être liés à l'usure professionnelle, mais vraiment de travailler par métier, de travailler dans la dentelle, parce qu'un agent en fait il n'a pas forcément un parcours linéaire. Donc en fonction
de son parcours, en fonction des métiers qu'il peut faire, considérer qu'il y a évidemment une usure qui est là et donc qui est prise en charge. On a bien compris donc que les charges des employeurs publics seront assez différentes et même beaucoup plus lourdes que les employeurs du privé. Nous verrons si ces différences et ces problèmes de cotisation se résoudront à l'avenir. Merci Muriel Fabre d'avoir participé et à bientôt. Merci à vous Bénédicte.